Bien, un retour en direct ici de Montpellier Zéro Carbone, ici à l'hôtel de ville de Montpellier, pour une journée que nous avons consacrée justement aux grands enjeux de décarbonation. Je rappelle que cette séquence, cette matinée que nous avons eue ici avec les concitoyens de la ville de Montpellier et tous les travaux que nous avons pu partager, les réflexions, et je remercie encore tous nos intervenants, les élus, les acteurs en tous les cas engagés pour le climat. Tout ce travail-là contribuera à la réflexion globale puisque la tribune réunira tous les maires et présidents de métropole le 8 décembre avec Mickaël Delafosse qui sera présent justement pour apporter tout ce qui aura été évoqué depuis ce matin, à la fois sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux d'énergie. On a parlé également d'éco-anxiété, de mobilité électrique, de proximité urbaine. Voilà, tout ce travail-là. On arrive dans cette table ronde de clôture. On aura l'occasion aussi, bien entendu, de pouvoir alimenter nos échanges dans quelques instants avec des questions-réponses avec la salle. Mais donc, j'ai le plaisir pour cette table ronde de fin que nous avons intitulée «L'urgence climatique, le défi de la sobriété» d'accueillir Claire Hart. Vous êtes vice-présidente de la métropole en charge du rayonnement international et de la coopération décentralisée. Et puis, à nos côtés, des hommes qui sont engagés pour apporter des solutions. Merci à Jean-François Blanchet, vous êtes le directeur général du groupe BRL. On évoquera justement la question de BRL, le rôle que vous jouez en région Occitanie, notamment sur l'enjeu de la ressource eau. Et puis, Alix Roumaniak, vous êtes le président de Predict Service. Vous rentrez de Chamalchek. Justement, la tribune a évoqué, vous faisiez partie justement de la délégation française. Peut-être justement, on va commencer par vous. Et puis nous aurons dans quelques instants, nous avons le maire adjoint de Rome en charge de la ville du quart d'heure. Et ça sera intéressant, Madame Hart, de savoir justement de l'autre côté de la Méditerranée comment les Italiens mettent en œuvre ceci à l'échelle de la ville de Rome. Nous aurons avec nous justement en direct Salvatore Moni. Mais tout d'abord, Alix Roumaniak, peut-être nous dire votre impression, parce que quand on lit la presse et les médias, on peut dire quand même qu'on a l'impression d'être très déçu par l'avancée du rôle des États. On s'interroge en se disant, mais est-ce que ces COP sont bien utiles? On a vu les blocages entre les pays du Nord et les pays du Sud sur les enjeux de réciprocité et de responsabilité. Et on voit bien dans les témoignages qu'on a eu ce matin quand même cette volonté. Il y avait cette jeune femme très engagée qui disait, voilà, si on a été en capacité de détruire, de faire l'état de la situation de la Terre, on peut être aussi en capacité peut-être de renverser la table. On l'a fait il y a quelques minutes. Peut-être vous apportez votre témoignage. Vous étiez présent en Égypte. Quel est le témoignage que vous pouvez nous apporter ce matin, que vous pouvez nous partager? Oui, je crois que c'était important de partager. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, ici, tout le monde est convaincu, donc c'est facile. Et quand on est à la COP27, il y a énormément de monde et on n'a que des gens qui sont convaincus et qui ont envie de faire. Et le décalage, c'est que vu de l'intérieur, on se dit on peut être optimiste parce que c'est des tas de gens à tous les niveaux, à des niveaux chefs d'État, à des niveaux chefs d'institutions importantes, à des niveaux associations, qui sont dans la même logique que la séquence de ce matin. Et quand on discute avec les conseillers des négociateurs, leur position, c'est il y a de l'hésitation à aller plus loin dans les actions parce que les négociateurs, les chefs d'État, pensent que les populations ne sont pas prêtes à entendre les actions qui sont engagées.
Et quand on regarde les médias ou ce qui se passe en parallèle, c'est que dans ces mêmes pays, on a des manifestations avec des gens qui disent les chefs d'État font rien. Et donc le témoignage que je peux apporter, c'est qu'il faut que les gens se parlent, s'écoutent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la même envie de faire des choses. Le constat est l'année 2022, malheureusement, elle a fait prendre conscience que ça y est, maintenant, on n'en parle plus au futur, il y a des canicules, et donc les gens sont conscients, ont envie de faire. Je crois que ce qui n'est pas partagé aujourd'hui, c'est la révolution des valeurs qu'il faut mettre en place pour y arriver. Et je crois que les gens ont envie de faire, mais que ce soit les chefs d'État ou les populations ont peur des conséquences que cela va avoir sur la vie de tous les jours. Et je crois que le travail de pédagogie qu'il faut faire aujourd'hui, c'est... J'adore le fait qu'aujourd'hui, la démarche des petits pas soit politiquement correcte. On en a parlé beaucoup. Mais je crois que maintenant, il faut continuer, partager cet aspect-là pour que les gens comprennent qu'on n'a pas à s'opposer. La solution, elle viendra d'une COP. Parce que malheureusement, Montpellier fait beaucoup de choses, mais s'il n'y a qu'à Montpellier qu'on fait des choses, on ne va pas sauver la planète. Et donc, les COP sont un outil indispensable. Il ne faut pas faire du COP bashing, mais il faut continuer. Peut-être Alix Romanex, parce que vous êtes allé à Tchamatchek, pas pour faire de la figuration. Et je pense que c'est important justement que vous puissiez expliquer aujourd'hui ce que fait Prédic Service, surtout que vous êtes allé, en tous les cas, avec l'idée de déployer un nouveau programme à l'échelle mondiale. Et ça, je pense que c'est une fierté de savoir pour ici les habitants du territoire de l'Hérault qu'il y ait des PME qui sont très engagées et qui apportent des solutions à l'échelle mondiale. Je sais que vous êtes un chef d'entreprise très humble, mais peut-être dire justement, grâce à votre entreprise, vous allez limiter un certain nombre de risques, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont dans une incapacité de prédiction des risques météorologiques. Oui, oui, je sais. L'humilité est une très bonne qualité. Il faut continuer à la travailler. Non, aujourd'hui, ça n'a pas été une COP, effectivement, très forte sur l'atténuation. L'urgence énergétique ayant pris la vedette à l'urgence climatique. Donc, du coup, c'est les sujets de l'adaptation et de la compensation financière entre les pays riches et les pays en voie de développement qui a été poussé en avant. Et donc, en termes d'adaptation, un des sujets numéro un qui a été traité, c'est le constat qui a été fait par le secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui, qui, il y a quelques mois, a dit il y a plus de la moitié des pays de la planète qui n'ont pas de système d'alerte qui permet d'agir efficacement lorsque des événements extrêmes climatiques se déroulent. Et il a demandé à l'UNDRR, le volet risque des Nations Unies, et à l'OMM de préparer un plan d'action pour que dans les 5 ans, 100% des citoyens de la planète soient couverts par un système d'alerte précoce. Et aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, ce qui a été imaginé, développé à BRL, à Nîmes, pour commencer, puis à Montpellier, donc dans cette belle région qui est la Prédict, qui est le concept de comment préparer les plans d'action, suivre les risques, conseiller par des recommandations d'attitude de diminuer les conséquences de ce risque climatique. Ce concept-là, aujourd'hui, est en pleine COP. La représentante spéciale du secrétaire général en charge des risques a pris 1 heure de son temps alors qu'elle était busy pour en tête à tête, comprendre comment on a développé ça, comment ça fonctionne, comment c'est possible, en disant mais ce dont on a besoin pour la planète, c'est ce que vous faites. Et en disant mais maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour savoir comment on peut le déployer. Donc c'est une belle mission des années à venir. Donc, en tout cas, bravo pour le climat et bravo pour cette entreprise ici implantée dans l'Hérault qui y contribue. Claire Hart, comme disait Alex Romagnac, les COP, elles sont quand même utiles, même si quelquefois elles peuvent être décriées en disant finalement il n'y a pas suffisamment de grands pas qui sont faits compte tenu de l'urgence climatique. Et en même temps, justement, il faut pouvoir jouer sur les deux leviers, c'est-à-dire le rôle des États et puis bien sûr le rôle des collectivités locales. Est-ce que finalement cette urgence climatique, on voit bien, on a eu un été caniculaire, on a eu la problématique de la ressource eau, on va en parler dans quelques instants avec Jean-François Blanchet, mais est-ce que ça ne change pas un petit peu la feuille de route quand Mickaël Delafosse vous réunit en disant compte tenu de ces urgences-là, il y a les clignotants qui sont orange, rouge. Est-ce que ça ne change pas un petit peu l'accélération de la feuille de route? Tout ça quand même à la fois avec des contraintes économiques que nous connaissons et budgétaires.
Bien évidemment, bonjour à toutes et tous. Absolument, absolument. On ne parle, on va dire, pas que de ça aujourd'hui, mais beaucoup, beaucoup de cela. Alors, on est sur un projet, donc sur une trajectoire qui, de toutes les façons, se décline par un plan climat. Donc ça, avec l'évolution de la situation dans le sens géopolitique, hein, le contexte faisant qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions, alors la métropole dans sa globalité, y compris notre délégateur TAM, on est sur des chiffres en coût énergétique sur l'année à venir de plus 18 millions d'euros. Donc 18 millions d'euros de plus pour la métropole, sachant que notre EPCI fait partie des EPCI les plus intégrés de France, avec les médiathèques, avec les piscines, avec l'éclairage public, les transports. On est extrêmement intégré et donc extrêmement touché par les problématiques d'augmentation des coûts. Vous avez rencontré mes collègues tout à l'heure, vous avez entendu des solutions sur la partie transport, sur la partie bâtiment, mais en tout cas, nous nous retrouvions dans une situation d'urgence absolue où nous devons accélérer la cadence. On est réellement là-dessus aujourd'hui. Notre plan climat qui sera voté en début d'année 2023 comporte un nombre d'éléments sur lesquels on va devoir aller encore plus vite. Et on est sur un positionnement d'une baisse de notre facture énergétique sur 2024 de 10%. En allant vers, bien sûr, une décarbonation en 2050 comme l'Europe nous le demande et comme, bien évidemment, Montpellier s'est engagé depuis longtemps. Donc voilà, tout un tas de choses autour de cette question-là qui nous préoccupe tous les jours. Mais il y a quelque chose qui est absolument essentiel pour nous, c'est de ne pas aller réduire les opportunités publiques nous offrant. Montpellier est une ville dans laquelle nous avons, je parlais des médiathèques, je parlais des piscines, nous avons une offre publique qui est extrêmement large, dont nous sommes très fiers. Donc c'est absolument hors de question aujourd'hui de réduire les opportunités pour nos concitoyens. Donc nous n'allons pas fermer les piscines comme ailleurs. Nous n'allons pas réduire les horaires de nos médiathèques. Et nous sommes fiers de faire cela. Alors, on doit trouver des solutions. Donc, nous allons baisser d'1 degré la température de nos piscines, par exemple. Il fera un petit peu plus froid. Mais nos aînés, nos jeunes vont pouvoir continuer à aller à la piscine tous les jours et de profiter de ces activités. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons tout un tas d'autres aspects que nous mettons à disposition. Vous avez rencontré Julie Fraîche, elle vous a parlé de tout notre travail autour de la mobilité douce. Et je voudrais juste, je me permets juste un clin d'œil à nos amis de Montpellier Management, de l'Université de Montpellier. Même si nos jeunes, et je regarde les jeunes en fond de salle, peut-être n'ont pas pu pointer directement les actions qui sont en place, si aujourd'hui nous avons une telle attractivité au niveau de nos universités, nous sommes aujourd'hui à 24% de la population étudiante. Donc 24% de notre population métropolitaine est composée d'étudiants et d'étudiantes. Donc quand on demande à ces étudiants pourquoi Montpellier, pourquoi vous venez chez nous, il y a le soleil, il y a la qualité de vie, bien évidemment, mais il y a aussi la gratuité des transports. Il y a aussi la mobilité douce et le vélo, la capacité de pouvoir rouler en vélo en pleine ville ou d'aller tout simplement à pied à l'université. Donc tout cela fait partie de l'attractivité à Montpellier. Et je dirais peut-être, pour un petit peu conclure ces premiers propos, que le fait de travailler sur tous ces aspects-là, le fait d'accélérer la cadence, d'aller plus vite sur le plan climat, quelque part, nous amène vers la ville que nous souhaitons, cette ville apaisée, cette ville du quart d'heure, ça a été beaucoup dit. Et aujourd'hui, nous pensons, on ne va pas dire que c'est une chance, on ne peut pas aller jusqu'à là, mais c'est une opportunité, une véritable opportunité pour nous d'aller plus vite et d'arriver à cette ville que nous appelons de nos voeux, cette ville dans laquelle il fait bon vivre, cette ville dans laquelle on respire une air de qualité, moins polluée,
encore plus vite. Donc, voyons la verre à moitié pleine à ce niveau-là. Merci Madame la vice-présidente de la métropole. On va bien entendu rééchanger. Alors sachez, il y a des étudiants en effet de l'école de Montpellier Management et ils sont nombreux aussi à nous suivre en direct puisqu'à 12h15, il y avait 4380 personnes connectées. Et ça, en effet, ce sont aussi les nouveaux usages. Il y a ceux qui peuvent être dans la proximité, qui sont venus nous voir ce matin ici même à l'hôtel de ville de Montpellier, mais il y a celles et ceux aussi qui nous regardent en direct et ils seront de plus en plus nombreux pour des questions aussi de décarbonation quelquefois, avec l'envie peut-être justement de ne pas avoir un impact au niveau de la voiture. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct depuis ce matin. On a eu beaucoup de réactions et beaucoup d'interactions avec nos lectrices et nos lecteurs de la tribune. Jean-François Blanchet, on va parler de l'eau. Vous êtes le directeur général de BRL. BRL, c'est l'entreprise concessionnaire du grand réseau hydraulique de la région Occitanie. Moi, j'avais envie de partager ces chiffres-là qui ont été communiqués lors de la COP27 avec ceux qui nous écoutent. La pénurie d'eau touche 40% de la population mondiale. C'est les chiffres qui ont été communiqués. 80% des eaux usées sont rejetées sans traitement dans l'environnement et plus de 90% des catastrophes dans le monde sont liées à l'eau. C'est vrai que ces chiffres sont quand même assez troublants, même si on se rend bien compte aujourd'hui, et notamment ici avec les événements Sevenol, ce qui se produit. Vous les connaissez bien, tous ces enjeux, Monsieur Blanchet. Est-ce que, avec quand même une actualité, et ça, je crois que c'est important aussi, puisqu'on est là aussi pour parler de solutions. Vous allez nous dire aussi à quoi Domitia, vous avez évoqué justement ce programme qui a été lancé. Vous l'avez communiqué avec la présidente de région, Carole Delga, il y a un peu plus d'une semaine, qui nous a permis quand même de mieux résister à la problématique de la ressource eau l'été dernier. Et notamment du côté de Béziers, ça a été quand même très près de la sécheresse nette. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la question que vous posez est très vaste puisque vous avez commencé à poser un panorama sur le monde, sur une vision, on va dire, d'actualité, effectivement, avec toutes les tensions par rapport aux ressources en eau. Je dirais d'une part, avec l'effet du changement climatique qui amène une tension plus forte sur la disponibilité. Par ailleurs, une population mondiale qui grandit, donc une demande en eau qui est plus élevée. Et pour des raisons alimentaires, de manière assez logique, le fait que l'appel à l'eau dans le domaine de l'agriculture soit plus important. Donc sur ce sujet-là, qui est d'ordre mondial, il est déjà adressé très globalement par l'ensemble des acteurs au niveau international. On a cité l'ONU et notamment l'agenda 2030 qui vise à pouvoir assurer de l'eau de qualité pour la consommation humaine des populations, pouvoir aussi garantir un assainissement de qualité. On parle de la réutilisation des eaux usées, c'est bien, mais avant que les eaux soient réutilisées, elles peuvent, dans un bon nombre de pays, contaminer les populations, engendrer des problèmes de santé avec un taux de mortalité infantile qui est particulièrement dramatique. Donc sur tous ces enjeux-là, avant même de parler des enjeux plus extrêmes que sont les inondations, dont on sait très bien que la fréquence, l'intensité et l'extension géographique sera de plus en plus importante à proportion que la température augmentera. Une fois qu'on a dit ça, je dirais c'est bien, on a fait un constat, effectivement, on peut avoir le pessimisme de la connaissance, les renforcer, on trouve beaucoup d'informations, maintenant c'est établi, que faisons-nous ? Alors je dirais que face au pessimisme de la connaissance, il faut connaître l'optimisme de l'action, pour citer Gramsci. Je dirais, il faut se mobiliser. Quand je vois un forum comme celui de la Tribune aujourd'hui, nous avons des motifs raisonnables d'un certain espoir sur le fait qu'on a dépassé la prise de conscience pour être déjà dans la qualification de l'action. Même peut-être un petit peu plus loin, on s'interroge sur comment l'action peut-elle être plus efficace, plus dense, mieux partagée. Moi, et je vais venir après à la réponse par rapport à la question posée. Mais je pense que ce panorama d'ensemble est important. Aujourd'hui, on ne distingue plus le monde des politiques publiques, des collectivités qui devraient donner le cap, les États qui devraient fixer les objectifs, et puis une grande masse de populations, d'acteurs socio-économiques au milieu qui feraient de leur mieux. Ce temps-là est derrière nous. On ne peut plus agir comme ça, on doit agir collectivement, chacun devant prendre sa part. À part que sa part, ce n'est pas celle de la goutte d'eau du colibri. On a dépassé aussi l'époque du colibri. Donc maintenant, on doit être dans une massification de l'action utile pour le climat. Je dirais que nous devons tous être des climacteurs, au sens plein du terme. Et je vais venir à votre propos. En ce sens, toutes nos actions,
entreprises qui rejoignent les politiques publiques. La preuve, aujourd'hui, ce forum associe les deux. Collectivités publiques qui tracent un cap, mais qui elles-mêmes sont des consommateurs d'eau, d'énergie, devons avoir dans notre matrice de décision le fait qu'on a un budget carbone avant d'avoir un budget financier qui est limité. Si on n'intègre pas le fait qu'on a un budget carbone qui est limité, toutes nos actions d'adaptation dont on va parler seront des patchs, seront des plâtres sur une jambe de bois qui nous aideront 10 ans, 20 ans, 30 ans à se dire que jusque-là, tout va bien. Mais l'idée, c'est pas que jusque-là, tout aille bien. L'idée, c'est que sur les générations futures, on ait donné aujourd'hui, par nos actions, toutes les possibilités à ce qu'il y ait une vie la plus acceptable possible. Et ça, c'est un élément fondamental. Donc le budget carbone de nos actions. Deuxièmement, les impacts. Donc nous devons, en clair, tous être des organisations, des entreprises avec une éthique de la responsabilité. Alors, ce qui va dans le bon sens aujourd'hui, c'est qu'il y a des critères, effectivement, ESG. Bientôt, l'Europe va réglementer avec la CSRD, je dirais, donc pour donner une sorte de qualification, là aussi, d'homogénéisation de l'extra-financier pour les entreprises pour s'impliquer dans ces actions. Donc je ferme cette parenthèse, mais elle est vraiment importante. En clair, n'attendons pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire pour agir. On sait très bien comment réduire nos impacts. On a toute capacité à faire. Simplement, faisons-le, mesurons-le, publions-le, partageons-le, faisons en sorte de mailler toutes ces compétences pour tous ensemble grandir et aller plus vite, plus loin, plus fort. Ceci étant posé, effectivement, l'actualité de l'eau. Alors, on a derrière nous une sécheresse et une canicule millésimée particulièrement importante, certes, mais si on regarde un peu plus en arrière, 2019 était avec une canicule historique, puisque le record des températures, c'est pas 2022, c'est 2019. Quand on regarde en termes de réchauffement au niveau global, si on regarde proche de nous l'Europe, en 2019, on était sur une extension de chaleur qui avait été particulièrement élevée. Donc on peut se dire qu'en 2019, juste après l'été, on avait le sentiment qu'il fallait que plus jamais cela ne se produise. Et pour autant, 2020 est passé, 2021 est passé, il a fallu encore 2022. Donc pourquoi j'illustre ce propos-là? C'est pour dire qu'il ne faut pas attendre les millésimes ou les effets caractéristiques d'une année pour agir. Et je viens au programme Aquadomicien, parce que ce programme Aquadomicien est né il y a une dizaine d'années. Il est né il y a une dizaine d'années, à un moment où on ne parlait pas encore de toutes ces sécheresses-là. Simplement, il y avait une idée d'une vision du territoire. Ce qui est important, je vais être caricatural, c'est pas le tuyau qui a été fait, parce que Aquadomicien, c'est superbe, c'est un beau nom, mais c'est un tuyau qui amène de l'eau d'un endroit à un autre pour sécuriser le territoire. Ce qui est important, c'est la vision qu'ont eu les acteurs pour se dire comment voulons-nous vivre en 2030, en 2050, sur le littoral méditerranéen. Quelle est notre vision? Comment on souhaite être là? Et ensuite, on se pose la question de, dans le cas d'espèces, avons-nous l'eau de nos ambitions pour la vie que nous souhaitons avoir en 2030, en 2050. Et là, l'eau de nos ambitions, pour la vision qu'en avaient les acteurs sur ce littoral héroltais et pour partie audois, démontrait le fait que la balance des ressources disponibles versus les besoins en eau générés par les activités n'était pas équilibrée. Donc il fallait pour cela amener une ressource complémentaire pour permettre à la fois de satisfaire les besoins, qui étaient raisonnables, et en même temps ne pas prélever davantage sur des aquifères qui étaient particulièrement sollicités, je pense à la nappe astienne, influencée par la remontée de la Méditerranée. Et donc en regardant sur les solutions d'ingénierie qui pouvaient être mises en place et d'aménagement territorial, s'est imposée l'idée effectivement d'effectuer un transfert de l'eau du Rhône jusque dans le Narbonnais, le Biterrois, avec le nom du projet baptisé Aquadomicia, les chemins de l'eau, une forme de poésie, c'est presque du hors-Sénat dans le texte, Oui. voilà, qui était présent également avec la présidente Carole Delga le 14 novembre dernier. Est-ce que peut-être une question, on a vu tous l'actualité avec le sujet des bassines, on voit bien les crispations quand même sur ce sujet-là, notamment avec le monde agricole. On avait justement ces chiffres, on a eu il y a quelques jours des échanges avec le président de la métropole de Toulouse et Éric Orsena. Alors vous allez peut-être nous confirmer ou nous donner des indications peut-être plus précises, mais en gros, il disait que les sujets de consommation des métropoles étaient autour de 10% et que le monde agricole utilisait la ressource eau à hauteur de 80-70%. Est-ce que ces chiffres-là, c'est-à-dire en disant que finalement, le sujet aujourd'hui, il est dans notre capacité à, bien sûr, économiser la ressource eau dans les grandes villes, notamment ça se fait par des enjeux d'investissement dans nos infrastructures, puisqu'il y a encore beaucoup de fuites d'eau, on ne se rend pas compte, mais ça, dans certaines villes, ça peut aller de 10 à 30%, je crois.
Et il y a cette problématique. Et ma question, c'est comment justement renouer un dialogue et comment ici en Occitanie avoir un dialogue constructif entre le monde urbain, le monde agricole et que finalement chacun se sente respecté dans la problématique de la ressource eau et qu'il n'y ait pas de différence entre la ruralité, le périurbain et le monde urbain. Alors, si on regarde en Occitanie, on est à peu près sur des consommations en eau équivalentes entre l'agriculture et la partie urbaine. Donc, j'aurais du mal à beaucoup opposer les acteurs. C'est vrai que lorsqu'il y a des tensions et des pénuries, en général, il est plus simple de critiquer et de diaboliser l'autre et d'arriver à des conflits d'usage plutôt que de regarder devant et ensemble comment on peut construire des solutions. On va être très clair, si on veut un monde qui soit apaisé, durable, plutôt que de parler de conflits d'usage, il va falloir les prévenir. Quand on aménage le territoire, on a pour habitude de le résumer sur un triptyque, un triple A. Il faut A, anticipation, A, adaptation, atténuation par rapport au changement climatique, et le dernier A, qui est un petit peu oublié par le passé, y compris dans les aménagements qu'a pu faire BRL, c'est le A de l'acceptation. En clair, il n'y a pas de bon projet s'il n'est pas accepté par les populations. Une fois qu'on a dit ça, on a la matrice. Maintenant, comment on la met en œuvre? Mais il faut aussi de la pédagogie, parce que pour qu'il y ait de l'acceptation, il ne faut pas présenter les projets au dernier moment. Il faut lancer des démarches de consultation, de concertation, ce qu'a fait la présidente Carole Delga, justement le 14 novembre dernier, en lançant une grande démarche de concertation citoyenne sur l'eau, ce que fait la métropole de Montpellier avec sa démarche de Global Compact, avec le pacte vert aussi. Donc aujourd'hui, le citoyen est vraiment au cœur de la réflexion. Après, lorsqu'on veut, et qu'on appelle tous de nos voeux, une agriculture de proximité, parce que c'est bien pour qu'elle soit bas carbone, effectivement, qu'il y ait peu de transport, et qu'on souhaite avoir de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire en France ce qui va être consommé en France, et exporter aussi, parce que d'autres territoires ont besoin de nos productions. Eh bien, lorsque vous avez le climat que vous avez, les sols que vous avez bien nécessité d'apporter de l'eau aux cultures. Donc, à un moment, il faut réconcilier la vision que l'on a d'avoir nos fruits et légumes, nos céréales à proximité et le bilan hydrique. À défaut, il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on va consommer des fruits et des légumes. On n'aura pas touché à la cassette de l'eau en France, mais on aura eu de l'eau virtuelle qui aura été consommée dans d'autres pays, éventuellement eux-mêmes sous tension, mais pas proche de notre regard, donc avec moins de culpabilité. Donc cette approche-là aussi, c'est le monde d'hier, il faut le voir autrement. Donc l'enjeu, une fois qu'on a posé tous ces éléments, c'est tout simplement, si je puis dire, regarder par rapport aux ressources dont nous disposons, comment nous pouvons mieux mailler ces ressources et impérativement avoir plus de frugalité, plus de sobriété dans les usages de l'eau. En matière agricole, par rapport aux techniques qui ont été développées depuis à peu près une trentaine d'années, la consommation d'eau par hectare irrigué a diminué, toutes choses égales par ailleurs, de pratiquement 30%, grâce à de l'irrigation localisée, là où auparavant, au canon, il pouvait y avoir davantage de pertes. Donc on a des motifs raisonnables, là aussi, de se dire que nous pouvons progresser et en même temps agir plus efficacement. Et un dernier point par rapport à la consommation de l'agriculture, la meilleure des économies en eau au niveau de l'agriculture, comme des intrants, c'est déjà d'éviter le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire la production d'alimentation pour rien, pour jeter, pour la poubelle, pour du recyclage plus ou moins bien fait. Donc tous ces éléments-là sont, comme on le voit, pas le fait d'un acteur qui porterait toute la responsabilité de ce qui va mal, mais le fait d'une société qui doit se réinterroger et travailler collectivement. Est-ce que juste une dernière question, Jean-François Blanchet, parce qu'on a parlé d'énergie ce matin. Quand on interroge les Français se disent bon, on avait peut-être mal anticipé les problèmes énergétiques, avec en effet une guerre en Ukraine aujourd'hui, et le problème, ça va pas être le débat de la matinée sur le rôle du nucléaire, mais les Français constatent quand même que là, on est un peu à poil. Alors certes, il y a la nécessité aujourd'hui d'accélérer les énergies renouvelables. On voit bien la hausse de la facture énergétique, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir politique n'a malheureusement pas anticipé. Et ce n'est pas en tout cas d'essayer d'accabler les décisions qui ont été prises par le passé sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il a été peut-être difficile d'imaginer une guerre en Ukraine, même si on voit bien l'enjeu aujourd'hui pour les Français de retrouver de la souveraineté énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer les habitants de la ville de Montpellier, de l'Occitanie, de celles et ceux qui nous regardent? Est-ce qu'on prend les bonnes anticipations à 10 ans? Alors vous allez me dire certainement oui, parce que c'est votre rôle de directeur général, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on ne tire pas les leçons de ce qui se passe en matière d'énergie et de se dire, la guerre de l'énergie telle que nous la connaissons,
est-ce qu'elle ne peut pas se reproduire sur l'eau, bien sûr sous d'autres formes? C'est un sujet qui va nous mobiliser 2 à 3 heures. Vous avez prévu qu'on s'arrête vers 15 heures. Je ne pense pas que tout le monde Allez, tiendra. en 2 minutes. En 2 minutes chrono, ça va être un peu compliqué. D'abord, juste quand même pour revenir sur l'énergie, quand même, soyons honnêtes, la problématique n'est pas nouvelle. Accabler les gouvernements, ça serait peut-être là aussi un petit peu facile. Je rappelle qu'il y a eu la crise de 73, peut-être certains n'étaient pas nés dans la salle, mais où à l'époque, on parlait déjà de faire des économies, la chasse au gaspillage. Moi, ma jeunesse, c'était la chasse au gaspillage. Voilà, fallait faire attention, on était dans une économie de précaution, et voilà, c'était pas l'après-guerre, hein, c'était 1973, on était plutôt dans une approche de développement et de croissance. Très clairement, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons nous interroger sur le capital carbone dont on dispose tous, y compris individus. Et là, il y a très bons outils de l'ADEME, d'ailleurs, pour voir combien on consomme de carbone chacun. Je pense que c'est une bonne responsabilité aussi pour se sentir concerné et pour co-construire. Là, en matière d'eau, nous savons très bien aujourd'hui qu'avec l'aléa climatique qui influence maintenant une tendance climatique, l'élévation du niveau de la température va être adverse sur 2 aspects. C'est-à-dire qu'au niveau des ressources, il y aura moins d'eau disponible parce qu'il y aura davantage d'évaporation et une partie de l'eau sera dans l'air, ce qui n'est pas très sympathique parce que ça va en même temps accentuer l'effet de serre. Donc je vais vite m'arrêter, sinon on va plomber l'ambiance et l'impératif va être raté. Donc voilà, en clair, sur les ressources, c'est un peu compliqué. Les prévisions qui sont faites à l'horizon 2070 avec des programmes de recherche auprès desquels nous contribuons au travers de nos structures d'ingénierie, démontrent que dans les cours d'eau du sud de la France, l'impact devrait être de l'ordre de moins 30 à moins 40% de disponibilité. On peut se rassurer en disant que le fleuve Rhône est très abondant et restera très abondant, mais c'est quand même un impact qui est réel. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est la balance de ce qu'on a, ce dont on peut disposer. De l'autre côté, il y a ce dont on a besoin, donc les usages. Lorsqu'il y a 1 degré d'élévation de la température, le besoin en eau des cultures augmente de 15%. Donc ça veut dire que déjà, derrière nous, parce que la température ne va pas augmenter demain, elle est déjà en train d'augmenter, elle a déjà augmenté, on a pu observer déjà cette augmentation de plus 15% en moyenne de l'élévation des besoins. Donc ça veut dire qu'il va falloir que nous soyons très précis sur la manière de conduire justement l'irrigation, très précis sur la manière de distribuer l'eau potable, très précis sur le fait de pouvoir trouver dans certains cas ce qu'on appelle dans le jargon des ressources non conventionnelles, c'est-à-dire des ressources alternatives comme la réutilisation des eaux usées. En France, 1%, moins de 1% des eaux urbaines réutilisées. Alors pourquoi ? C'est pas qu'on est idiot. Les solutions technologiques, on les connaît, on les exporte même. Un certain nombre de sociétés, de grands groupes, BRL y contribue, la Société du Canal de Provence, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la liste est longue, participe aussi à ces actions-là. C'est tout simplement, je dirais que jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin. Et la nature humaine est ainsi faite qu'elle se mobilise lorsqu'il y a un état de nécessité. Aujourd'hui, nous sommes dans cet état de nécessité, donc nous avons un gap de progrès de 10, 20% ou 20 points supplémentaires. Et ça, je trouve ça encourageant, parce que là, ça mobilise les collectivités. Pourquoi ? Parce que les grandes agglomérations ont tendance à un peu plus se générer, évidemment, d'eau usée. Et ensuite, ça permet d'avoir des relations plus complètes. Et oui, il faut anticiper et ne pas attendre de se retrouver dans des scénarios de pénurie. Oui, il faut organiser, à la manière de ce qui est fait dans les sociétés d'aménagement régional, une sorte de connexion entre les grandes ressources dites sécurisées et les lieux de consommation, parce qu'à défaut, la facilité, c'est de faire un forage et de remplir des bassines. Et dans ces contextes-là, sur des approches non concertées, il y aura nécessairement des approches conflictuelles. Et ces approches conflictuelles gèleront les positions sans les faire progresser. Et là, on sera tous perdants. Merci Jean-François Blanchet. Clark Hart, puisqu'il y a le drapeau européen sur cette tribune qui rayonne, moi je vous propose qu'on va faire un petit voyage avec un bilan carbone zéro, puisqu'on va aller à la rencontre du maire adjoint Salvatore Moni, qui est avec nous en direct, qui est l'homme qui met en œuvre la ville du quart d'heure. Et puisqu'on a beaucoup parlé de ville du quart d'heure depuis ce matin, puisqu'on a la chance d'avoir le professeur Carlos Moreno qui est avec nous. Welcome to Montpellier, Salvatore Moni. Je vais vous poser les questions en français, puis vous me répondrez, je sais, en italien, je ferai la traduction. Rome est l'une des villes justement italiennes qui a adopté justement ce concept de la ville du quart d'heure pour accompagner sa transformation urbaine. Le maire de Rome, qui est Roberto Goltier, a parlé d'une nouvelle organisation justement qui se met en place. How is Rome approaching this policy, please? Welcome.
Thanks for involving me in the discussion. Perfect. Merci for l'invitation. Grazie. Today, in the city of Rome, there is an councillor, Mr. Andrea Catarci, and the office in charge of the 15 minutes city project. It is the acknowledgement of the importance that the mayor has given to this issue. Obviously, the theme is transversal, and therefore a lot of our work consists of working with the other councillors and departments. For example, we recently launched the program 15 Municipality, 15 Project for the city of 15 minutes with the Urban Planning Department, a project that has seen the full involvement of all the municipalities, and which plans to regenerate a first series of 15 territorial areas, one for each municipality. These areas have been chosen for their morphological and functional characteristics, and because they are representative of the local identity, they include urban space capable of revitalizing and redeveloping the urban area, as well the main service necessary to pursue the objective of the 15 minutes city. We are also working on new decentralization regulation, decentralizing competence in a city of almost 3 million inhabitants and a large extension like Rome is not an option, but a necessity. How it is possible to provide service to everyone from the center and monitor their efficiency? How can you monitor the beauty of public gardens, of the effectiveness of waste collection from there? A good decentralization, a new governance, is therefore, in our opinion, a primary steps to allow better accessibility to service. So, in short, there is still a lot of work to do, but we have started to work. Thank you. On va traduire rapidement ce qu'a nous a dit Salvatore Moni, c'est que globalement à Rome, ils ont tout d'abord structuré une administration et des fonctionnaires dédiés à la mise en œuvre de la ville du quart d'heure. Et bien entendu, on l'a vu ce matin, quand on parle de la ville du quart d'heure, si on veut la déployer ici à Montpellier, il faut travailler dans la transversalité. C'est ce qu'il nous a dit à Rome, en travaillant avec l'ensemble des délégations et des maires adjoints, que ce soit les sujets en termes de mobilité, de logement, de déploiement de services. Ils ont à Rome identifié ce qu'ils ont appelé 15 municipalités, 15 projets pour la ville de 15 minutes, en essayant d'identifier justement, en faisant ce travail de cartographie, ça a été dit tout à l'heure, avec des quartiers qui ont des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles pour redévelopper justement du tissu et des services de proximité. Et puis avec, on le sait, hein, il faut du temps quand on est dans l'action municipale, hein, ça ne se fait pas en un quart d'heure. Et donc il nous a conclu en disant qu'il reste encore beaucoup de travail, mais beaucoup de motivation, et ils ont débuté. Peut-être Salvatore Moni, le quartier, il a besoin de nouveaux indicateurs pour mieux gérer cette transformation. Prévoyez-vous de développer ces nouveaux paramètres de changement? Yeah, in Rome, have begun to study the city, which is quite large, 1,200 square kilometers, dividing it into 2,600 hexagon with a diameter of 1,300 square meters. So, starting from the axis identified by Professor Moreno, first of all, works, education, health, and mobility, we saw how many of these hexagons contain or not the service we want to monitor. Already from the first and very simple analysis, we have seen that the most central part of the city already comply with the 15 minutes standards, while another large part of the city, the most external and the peripheral, one is still a long way from that. We also began to study the accessibility of single service within the 15 minutes, both on foot and by bicycle. I will not deny that the greatest difficulty for a methodological solid study remain above all the scarce availability of data on this territorial detail.
but we are moving to collect it. This is the main problem, probably. Alors, ce qui a été évoqué, je pense que ça c'est très important parce que quand on parle de la ville du quart d'heure, on a le sentiment que c'est facile à faire. Ce que nous a dit justement monsieur le maire adjoint Salvatore Moni, c'est que tout d'abord, Rome, il y a à peu près 1280 km² et ils ont divisé en 2656 hexagones d'un diamètre de 1225 m². Ce qu'ils ont fait comme travail, avec l'aide du professeur Carlos Moreno, bien sûr, c'est de pouvoir identifier ces axes. Vous l'avez dit, éducation, santé, mobilité. Pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de se balader dans cette magnifique ville de Rome, ce qu'ils ont constaté, bien sûr, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de l'anneau ferroviaire, quand on est à Rome, ce qui est vrai, c'est que quand on se balade dans toute cette dimension pétitonnière, là, clairement, on le voit dans cette cartographie, dans la data, on a des services de proximité à l'échelle de 15 minutes. Tandis que dans l'autre partie de la ville, la plus externe et périphérique, et ça a été dit ce matin, je crois que quelquefois, on n'a pas le choix non plus de la voiture, parce que quelquefois, on veut condamner les automobilistes, mais par moments, on voit bien que malheureusement, les services ne sont pas non plus à l'échelle de toute l'aire urbaine. Et là, en effet, on voit bien que ce qui a été dit à l'extérieur de la frontière et en dehors du Grande Raccordo Anulare, c'est encore loin d'avoir les services de cette ville du quart d'heure. Donc leur travail avec le maire, c'est aujourd'hui de manière méthodologique de voir dans toute cette dimension, avec l'aide du professeur Carlos Moreno, de voir ce qu'ils vont pouvoir déployer comme type de service. Donc, j'allais dire que presque la première méthode, quand on veut faire ce travail-là, c'est un travail de data. Et aujourd'hui, ce que nous a dit monsieur le maire adjoint, c'est qu'il n'y avait pas, en tous les cas, ce travail de cartographie n'existait pas, ce qui peut paraître toujours incroyable qu'à l'échelle de grandes métropoles comme Rome. Mais aujourd'hui, ça a été le cas pour Paris aussi, c'est qu'on part d'une feuille blanche. Finalement, les villes ne connaissent pas suffisamment aujourd'hui dans la précision leur activité et leur cartographie. Peut-être une dernière question, parce que quand on parle de la ville du quart d'heure, et moi je me rappelle très bien quand la Tribune a organisé notre événement chaque année à Frontignan, à The Village, cher Carlos Moreno, il y avait eu un débat avec le président des Déterminés, Moussa Camara, qui avait dit « Mais si on reste tous dans une ville à un quart d'heure, est-ce qu'on ne va pas se ghettoiser ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va plus être dans l'échange de se rencontrer? C'est-à-dire chacun va rester dans son quartier, on ne va plus avoir cette approche-là. Et donc là-dessus, justement, monsieur le maire adjoint de Rome, ce risque-là de Rome de ne pas aller de quartier en quartier, monsieur Moni, je vous pose cette question. Vous avez rédigé une réponse à Edward Glasser, puisque Edward Glasser est un grand économiste et qui est un peu un opposant de cette ville du quart d'heure et qui a dit que justement le risque était une sorte de ghettoisation de la ville du quart d'heure, notamment sur le sujet de l'inclusion sociale. Et donc vous avez répondu à Edward Glasser. Quels sont les arguments que vous avancez face à Edward Glasser du risque que la ville de quart d'heure ne nous enferme pas dans une ghettoisation? Et ça sera la dernière question. Thank you for the question. So, Professor Glasser underlined the risk that the 15-minute city model could undermine all the potential benefit that come from the city by creating neighborhoods that become real ghettos, as you say. So, I have a different opinion. Ghettos already exist today in large part of our city, and they exist precisely because they are far from the service. They are dormitory place far from the place of culture, entertainment, work, and education. Today, being born in one neighborhood rather than another one means having more or less opportunity. Opportunity to access a good education, opportunity to be employed, opportunity to access health service, opportunity to have nursing close to home. Today, large metropolitan cities like Rome, Paris, Barcelona, the real emergency, even more the income inequality,
is an equality in terms of opportunity, bringing service where they are known, bringing them closer to the citizen is a way to fight these inequalities, as well as obviously affecting many other major issues that are on the agenda these days, such as, for example, environmental emergency first. So, in my opinion, it's not enough for our city to be smart. We have to make sure they are also human. This to me is the 50-minute city, which is the exact opposite to Glaser First, obviously with the utmost respect for the great scholar that is Professor Glaser. Grazie, thank you. Merci beaucoup. En quelques mots, vous l'aurez peut-être compris, il dit finalement les ghettos, ils existent déjà. Donc, il dit aujourd'hui, on a l'obligation, on pourrait dire la même chose lorsqu'on est dans la République en France, d'apporter une certaine égalité dans les services dans chaque quartier. Donc cette logique d'apporter du service à proximité, c'est un devoir pour la collectivité de Rome de pouvoir... donc le sujet, c'est pas d'enfermer les gens dans leur quartier, mais c'est déjà de leur apporter les mêmes services à l'échelle de toutes les populations. En disant que l'un des enjeux justement pour la ville de Rome, j'avais l'occasion de rencontrer le maire de Rome qui avait dit c'est justement de pouvoir bien sûr apporter des services de santé, d'avoir une crèche près de chez soi, mais le véritable enjeu pour les grandes villes métropolitaines, et c'est certainement le cas pour Montpellier aussi, la véritable urgence, plus encore que les inégalités de revenus, c'est la question de l'inégalité des chances. Et donc amener les services partout, les rapprocher du citoyen, c'est une façon de combattre ces inégalités, en plus d'affecter évidemment beaucoup d'autres grandes questions qui sont à l'ordre du jour. Donc, il a dit, au-delà de rendre nos villes intelligentes, nous devons aussi les rendre humaines. Pour moi, justement, donc c'est la ville des 15 minutes qui est l'exact opposé des craintes de Glaser, notamment avec la bonne éducation italienne. Il dit qu'il a beaucoup de respect pour M. Glaser. Merci à vous Salvatore Moni. Ciao. Merci. Et bientôt à Montpellier. Mais Montpellier, il y a une très belle Dolce Vita ici. À très bientôt. Merci à vous. Thank you very much. Thank you. Merci again. Merci. Clara Hart, peut-être, puisqu'on arrive à la conclusion, et sachez que nous avons un très bon cocktail déjeunatoire qu'on va pouvoir tous partager, on va pouvoir échanger nos cartes et justement continuer et prolonger en tous les cas nos débats durant ce cocktail déjeunatoire. Peut-être s'interroger, puisque vous avez cette fonction importante au sein de la métropole de Montpellier, sur les relations à l'international, sur la coopération décentralisée. Et moi, je sais qu'il y a toujours beaucoup de concitoyens qui disent « mais à quoi ça sert d'être dans ce dialogue de la diplomatie internationale? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de sujets locaux à traiter pour que Montpellier, enfin on connaît les sujets, qu'on aille se balader à faire le tour du monde, et je pense que c'est important de rappeler peut-être que la voix de Montpellier à l'échelle internationale, elle est importante parce qu'il y a de vrais enjeux, peut-être de l'expliquer et de le partager avec nous ce matin. Tout à fait. Et puis, un très grand bonjour à notre ami Romain. Typiquement, là, on vient de vivre tout l'intérêt de cet échange, de cette diplomatie internationale qu'on peut mener quand on est la 7e ville de France, bien évidemment. Et ce qui vient de se passer à l'instant, c'était ce que nous faisons tous les jours, en quelque sorte. De l'échange, des bonnes pratiques partagées, partage d'expériences, expériences réussies, expériences malheureuses. Typiquement, ce qui vient de se passer là, c'est ce que nous faisons. Et c'est extrêmement riche. Et je vais vous donner un exemple. Nous venons de vivre un échange avec des partenaires, un réseau européen et méditerranéen. On a beaucoup parlé, Jean-François l'a détaillé, tous les éléments qui nous unissent autour de ce qu'on appelle un hotspot méditerranéen. Nous partageons les mêmes problématiques dues au changement climatique, retrait de côtes, voilà, tout ce que nous partageons tous les jours.
Mais on n'est pas les seuls à travailler sur ces thématiques. On voit bien que Rome s'y penche, ainsi que tous nos voisins méditerranéens. Donc, quand on se met ensemble autour de la table ou par un écran interposé, parce que je voudrais vraiment dire que nous déplaçons, bien évidemment, mais on travaille beaucoup aujourd'hui par écran et ça marche très bien aussi. Et nous réussissons justement à mettre en commun nos idées, à partager nos bonnes pratiques. Et on a travaillé tout récemment sur la question, et je regarde notre intervenante de Podemos, on a travaillé récemment de manière collective, il y a quelques jours, sur la question de la réduction de la place, la voiture en ville. On est tous devant les mêmes problématiques. On a tous les levées de boucliers quand on enlève, quand on ferme une route, quand on crée une voie cyclable, quand on réduit les voies. Et que ce soit le Liban, que ce soit Montpellier en France, que ce soit le Maghreb, on est tous devant les mêmes choses. Et on a partagé justement ensemble la manière dans laquelle nous intégrons le public, le grand public, les voisins, les voisinages, comment on travaille ensemble pour réduire le rejet, justement, quand on a introduit une nouveauté comme cela. Et d'aller prendre ces bonnes pratiques, de les partager, de partager nos expériences est extrêmement riche. Donc, c'est ça, la diplomatie internationale que nous menons à Montpellier, que nous allons continuer à mener, ainsi que, bien évidemment, et là, je rajoute la partie coopération décentralisée, où nous allons aussi, avec nos experts, avec nos ingénieurs, apporter aussi un accompagnement vers la mise en place de systèmes d'assainissement, la création de systèmes d'énergie verte aux quatre coins du monde, et surtout là où on a le plus besoin de nous. Donc, c'est ça, la diplomatie internationale. Merci Claire Hart, merci également Alix Roumania. Continuez à porter voilà, les couleurs de l'héros et en tous les cas pour être un héros justement du climat. Merci Jean-François Blanchet. Merci à tous nos partenaires qui ont été associés à cette matinée de travail, de réflexion, d'atelier qui va se poursuivre. Je vous le disais, hier nous étions à la métropole d'Aix-Marseille et ce qui est intéressant c'est de voir que même si les métropoles ont les mêmes enjeux, mais on voit bien que les solutions, les angles, les axes, il y a des approches très différentes. Et en tous les cas, pour nous, pour la Tribune, pour notre journal, c'est une très bonne nourriture chaque jour de se nourrir de ces expériences en local. Merci à BRL, merci à EDF, à Enedis, à GRDF et à l'Université Montpellier Management d'avoir été nos partenaires, bien sûr à la métropole de Montpellier, à la ville de Montpellier, à tous nos speakers qui nous ont donné beaucoup d'énergie ce matin, à notre rédaction, à Cécile Chéniaud, également à Martin Delavenne qui a animé cette séquence. Merci aux équipes de la Tribune, à Marc Lobani, à Sandrine Martinez, au professeur Carlos Moreno qui était avec nous durant toute cette matinée, à toutes les équipes de la Tribune, à la technique et à celles et ceux qui nous ont regardés. Nous avons terminé avec 5200 connexions, donc c'est plutôt bien. Merci à vous tous, excellente fin de journée.